Si je me fais capturer par la police chinoise, ils vont me renvoyer dans mon pays. Pékin, 6 heures du matin. Songui, 25 ans, et Mina, 23, s'apprêtent à quitter la capitale chinoise. La nuit dernière, ces deux jeunes nord-coréennes ont été hébergées par un bénévole d'une ONG sud-coréenne. En fuite, les jeunes femmes circulent avec de faux papiers fournis par l'association. Quand on est arrivé en Chine, on a été vendu à des paysans pauvres, moi, à un handicapé. J'ai travaillé dur, mais j'étais méprisée parce que nord-coréenne. Victimes d'un réseau mafieux, elles viennent de passer 3 et 5 ans mariées de force à des paysans chinois. Les jeunes femmes acceptent notre présence, mais refusent de montrer leur visage de peur des représailles. Ma tante a été arrêtée par la police chinoise après avoir passé 3 ans ici. Ils l'ont renvoyée au pays et l'ont torturée jusqu'à brûler sa chair. Après ça, j'étais terrorisée à l'idée de rentrer en Corée du Nord. 200 000 Nord-Coréens vivent incognito en Chine, où ils ne sont pas considérés comme des réfugiés, mais des illégaux. Le périple s'annonce long et dangereux. Les fugitifs vont devoir se fondre dans la masse, passer inaperçus. Pour les aider à quitter le pays sans se faire repérer, elles peuvent compter sur Namu, 33 ans, une autre bénévole de l'ONG sud-coréenne. Les Nord-Coréens n'ont aucune idée du monde qui les entoure. Avant, j'étais comme eux. À 17 ans, Namu, elle aussi, a fui le régime de Pyongyang. C'est vrai que la Corée du Nord a une très mauvaise image. Mais c'est mon pays. Ça me manque parce que tous mes souvenirs d'enfance sont là-bas. Ça me rend triste. Songui et Mina acceptent maintenant d'être filmées. Elles sont plus détendues. Mais le premier contrôle d'identité va vite réveiller leur angoisse. On vient de passer un contrôle. J'étais extrêmement anxieuse. J'ai vraiment eu peur. C'est un nouveau départ, une nouvelle vie qui commence. Il ne faut pas avoir peur, même si c'est risqué. Il faut qu'on mette tous nos espoirs dans cette aventure. Mais ça passe ou ça casse. Mina et Songui entament une deuxième vie. Une aventure faite de découvertes et de rencontres inimaginables auparavant. Vous pouvez lui demander si elles ont déjà entendu parler de la France? Non. Non. C'est la première fois que je parle à un étranger. Une fois, j'en ai vu en travaillant à l'hôtel, en Corée du Nord. J'ai vu un Américain, j'ai vu un Chinois et un Soviétique. C'est fascinant pour moi, en fait, de regarder un étranger. Fascinant mais dangereux. La présence d'étrangers est rarissime sur ces lignes intérieures. De quoi attirer l'attention. Aujourd'hui, tout va bien, mais à partir de demain, fais attention. Ça risque de devenir plus difficile et plus dangereux. Le danger, Mina et Songui vivent avec depuis plusieurs années. A commencé lorsqu'elles ont franchi la frontière nord-coréenne avec la Chine. Quand j'ai traversé la rivière Tumen,
Et le fleuve Amnok, j'avais peur de l'eau parce qu'il faisait nuit. Le courant était très fort. J'étais paniquée. En traversant, je suis tombée. Je me suis heurtée violemment à un rocher. Le sang coulait le long de ma jambe. Notre voyage en train va durer 44 heures et près de 3000 km. Direction le Laos, au sud du pays. Après 2 jours et 2 nuits, nous arrivons à Kunming, dans la province du Yunnan. Il est 5 heures du matin. S'arrêter, c'est prendre un risque. Namu cherche tout de suite des places pour le prochain bus. À quelle heure est le départ? 7 heures. Paye déjà 500 yuan et tu paieras le reste quand on sera arrivé. Le Laos approche, mais le périple n'est pas terminé. Au programme, 8 heures de route. Soudain, en cours de chemin, nous nous arrêtons à un poste de contrôle. Sortez vos papiers, ils vont vous contrôler. Le stress nous envahit. Son guide tente de faire diversion. Vos papiers. J'ai très envie d'aller aux toilettes, monsieur. Vous arrivez dans pas longtemps. Est-ce que je peux descendre, s'il vous plaît? Vous pouvez descendre, mais il n'y a pas de toilette ici. Le contrôle dure. L'officier fait du zèle. L'idée que le voyage va peut-être s'arrêter là, si près du but, est difficilement supportable pour Songui. Finalement, notre bus repart sans encombre. La fin du calvaire approche. Les questions, elles, se multiplient. Je me demande comment sera mon avenir. Je me demande si tout ira bien dans ma vie. Ces inquiétudes deviennent des phobies. Mes nuits sont agitées. Est-ce que j'aurai le dessus sur cette vie? À l'approche de la frontière, nous nous arrêtons dans un hôtel. Demain, les jeunes femmes rentreront au Laos, mais sans Namu. Pour elles, le voyage s'arrête là. On se reverra en Corée du Sud ou aux États-Unis. Faites attention à vous et priez jusqu'à l'arrivée. Prends bien soin de toi. Au petit matin, Mina et Songui quittent enfin la Chine grâce à des passeurs. Si tout se passe bien à partir de maintenant, j'arriverai saine et sauve en Corée du Sud. Reste à franchir la frontière du Laos. 2 heures de 4x4, puis 2 heures de marche à travers la jungle les attendent. Le lendemain, nous retrouvons Songui et Mina à Vientiane, la capitale. Pour les accueillir, le pasteur Chon, à l'origine de leur fuite. En 20 ans,
Cet homme a réussi à organiser la fuite de plus d'1 millier de Nord-Coréens depuis la Chine. En Chine, j'ai été très touché par la souffrance des rescapés de Corée du Nord. J'ai vu les cadavres gelés des fugitifs qui essayaient de traverser le fleuve. J'ai vu des enfants battus jusqu'au sang et renvoyés en Corée du Nord et des femmes être vendues. C'est ce qui a décidé mon engagement. Je me suis beaucoup inquiétée de montrer mon visage à la télé, car cela peut causer des ravages dans ma famille restée en Corée du Nord. C'est pour ça que je refusais de parler à la caméra au début. Tu n'as rien à cacher. Tu as montré ta souffrance pour que ce genre de choses ne se reproduisent plus. Les gens salueront ton courage. Mais quand tu arriveras en Corée du Sud, tu dois étudier à fond pour aider ta famille et ton pays. Ok ? La plupart des gens qui arrivent là-bas ne pensent qu'à gagner de l'argent et ne pensent plus aux autres. Ce n'est pas bon de vivre comme cela. Avant de s'envoler pour Séoul, Mina et Songui vont devoir transiter plusieurs semaines par l'ambassade de Corée du Sud. Nos routes se séparent. Nous ne pensions pas qu'elles se recroiseraient un jour. Un an s'est écoulé depuis le Laos. Nous avons perdu la trace de Mina, mais grâce aux réseaux sociaux, nous sommes restés en contact avec Songui. Nous la retrouvons en plein cœur de Séoul, métamorphosée. Aujourd'hui, elle vit en couple avec son petit ami Min-soo, 25 ans. Lui aussi vient de Corée du Nord. Il a fui la Chine quelques mois auparavant. Pour arriver à Séoul, les deux ont dû franchir les mêmes étapes. J'ai passé un mois à l'ambassade à Vientiane, car il faut avoir un passeport pour prendre l'avion. Moi, j'y suis resté 3 mois. Moi, c'était un mois, et on était environ 15 personnes à prendre l'avion pour venir en Corée du Sud. Après, j'ai été interrogée dans le bâtiment des services de renseignement pendant 3 mois. La première question que m'ont posée les services secrets, c'était de savoir si j'étais réellement nord-coréenne. Ils ont voulu savoir si je n'étais pas une espionne. Ensuite, je suis rentrée à Hanawon, où j'ai reçu une formation pendant 3 mois. Hanawon, un centre ultra secret très rarement ouvert aux médias. C'est ici que passent tous les transfuges nord-coréens. Là où se sont rencontrés Songui et Min-soo, là où les autorités sud-coréennes ont préparé leur adaptation à la vie capitaliste. Quand on arrive, on ne connaît rien de la Corée du Sud. Payer un loyer, gérer son argent, la langue, les coutumes, tout est différent. Donc on ne sait pas par où commencer, et c'est inquiétant. C'est pour ça qu'ils nous enseignent la culture sud-coréenne, pour que l'on puisse s'installer plus facilement. Après 7 mois sous la surveillance des autorités sud-coréennes, aujourd'hui Songui peut enfin jouir de sa liberté. En Corée du Nord, je n'avais pas de chez moi. Comme je n'avais pas de maison, j'habitais dans une loge de gardien à l'usine. Là-bas, il n'y avait ni électricité, ni télévision. Tout ce qu'on pouvait voir ou entendre, c'était la propagande de Kim Jong-un et de Kim Jong-il. Mais ici, je mange quand je veux, je dors quand je veux. Je peux aussi prendre une douche avec de l'eau chaude. J'aime bien maintenant, je suis sincèrement contente. D'autant que pour elle, en quelques mois à peine, tout s'est accéléré. Bonjour, infirmière caporal-chef Choi Sung-hee de la 963e unité militaire, département spécial du commandement de la garde suprême. Aujourd'hui, je suis ici pour vous raconter des histoires que j'ai vécues pendant que je travaillais à l'hôpital à Pyongyang. Restez avec nous. Incroyable destin que celui de Songui. 2 mois seulement après son arrivée à Séoul, la rescapée du régime de Pyongyang est devenue chroniqueuse d'une émission de télévision. Dans ce talk show, les intervenants, tous nord-coréens, racontent leur passé de l'autre côté de la frontière.
En décembre 2012, mon père est décédé et nous n'avions plus d'argent. J'étais dans une situation désespérée. J'ai suivi une femme et nous avons traversé le fleuve pour aller en Chine. Très vite, j'ai été capturée par des trafiquants d'organes. J'étais terrifiée. Je me suis enfuie et cachée pendant 3 jours dans un champ de maïs. Mes pieds étaient engourdis par le froid et j'ai fait mes besoins sur moi. Récit poignant, reconstitution et mise en scène larmoyante, l'émission fascine les téléspectateurs. Après, je me suis dit, tu vas survivre. Avec ce programme, Songui a trouvé un travail et une certaine notoriété. Sur la route vers son domicile, la jeune femme fraîchement arrivée s'amuse encore des différences entre le nord et le sud. Impossible de voir des bouchons en Corée du Nord, même si on le souhaite, car il n'y a pas de voiture. Si tu veux voir un bouchon, c'est quand un pouce-pouce heurte un passant. Il n'y a pas de bouchon avec des voitures. Songui et son fiancé habitent un HLM, en banlieue. Désormais libre et connue, la jeune femme craint pourtant toujours pour sa sécurité. Si jamais vous avez filmé le bâtiment, il faudra l'effacer. En fait, il n'y a aucun souci pour les autres endroits, mais à l'avenir, toute ma vie se fera ici. La Corée du Sud est un pays développé. On peut repérer facilement où une personne habite par le numéro de bâtiment. Et cette information va certainement remonter jusqu'en Corée du Nord. Voilà, c'est chez moi. On dort ici. C'est un modeste appartement, mais la vue est magnifique. À leur arrivée en Corée du Sud, les transfuges nord-coréens reçoivent l'équivalent de 10 000 € par personne et voient le loyer de leur logement social payé à vie. Des avantages conséquents, mais pour Songui, sa formidable épopée garde un goût bien amer. Mon rêve était d'être chez moi, avec ma famille. Mais en mai dernier, j'ai appris que ma mère était décédée. Mon rêve s'est éteint. La seule famille qui me reste est mon grand frère. J'étais complètement effondrée quand j'ai appris la mort de ma mère. J'ai survécu tant d'épreuves, avec beaucoup de difficultés, en espérant qu'un jour on serait heureux, même en étant pauvre. Je commençais à peine à me refaire une vie ici, et elle est morte. Je voulais vraiment tout abandonner. Je me suis demandé pour qui et pourquoi je devais continuer à vivre. Nous quittons Songui. Nous ne savions pas qu'elle serait impossible à joindre pendant 2 jours. La jeune femme a été interrogée par les services de renseignement après notre tournage. Officiellement, il lui a été conseillé de ne plus nous parler. Il faut dire que les tensions géopolitiques sont montées d'un cran depuis l'été dernier. Les autorités sud-coréennes sont sur les dents et les citoyens tendus. Officiellement, on est toujours en guerre. Et ce que je pense des Nord-Coréens, ce sont des fils de pute. Kim Jong-un et ses copains, c'est vraiment des sales types. Il faut les tuer. Se débarrasser d'eux. C'est pour ça que la Chine, la Russie, les grandes puissances doivent lui parler, car sinon ça va péter. À Séoul, l'armée multiplie les opérations dites antiterroristes. Les craintes d'une 5e colonne nord-coréenne n'ont jamais été aussi exacerbées. D'autant qu'un événement a récemment ravivé les suspicions sur la communauté des réfugiés.
19 juillet dernier, les journaux télévisés ouvrent avec l'histoire rocambolesque d'une star de la télévision sud-coréenne, elle aussi transfuge du Nord, retournée à Pyongyang. J'ai fui pour la Corée du Sud avec l'illusion, l'idée dévoyée que je mangerais mieux et que je gagnerais beaucoup d'argent. Mais la Corée du Sud, ce n'est pas du tout ce que j'imaginais. Celle à qui tout réussissait, décrite en habit traditionnel, proche des larmes, l'enfer qu'elle aurait vécu en Corée du Sud. Ce que vivent les femmes comme moi, qui ont trahi leur mère patrie, c'est une épreuve physique et mentale dans cette société sud-coréenne où tout est guidé par l'argent. A-t-elle subi des pressions, des menaces sur sa famille pour rentrer au Nord? A-t-elle été enlevée par les services secrets nord-coréens? Ou est-elle rentrée de son plein gré? Les spéculations les plus folles circulent et alimentent la défiance envers la communauté des réfugiés. Entre 2000 et 2500 d'entre eux arrivent en Corée du Sud chaque année. Si certains retournent bien au Nord, ils constituent encore une infime minorité. Pour ceux qui restent, pas facile de toujours bien s'intégrer dans une société sud-coréenne très matérialiste et individualiste. Avant notre départ de Séoul, Song-gi a finalement accepté de nous revoir une dernière fois, loin de chez elle. Nous la retrouvons dans un bowling du centre-ville avec ses amis, tous réfugiés nord-coréens. Est-ce que vous pouviez vous amuser comme ça en Corée du Nord? Là-bas, il n'y a pas d'équipement moderne, comme les karaokés, les bowling ou les boîtes de nuit. Ce n'est pas comme ici. Au Nord, si on veut s'amuser, on se retrouve entre nous, on bavarde et on danse. Pourquoi est-ce que vous restez entre Nord-Coréens? Comme on est sans famille, on se sent seul. Entre réfugiés nord-coréens, on se comprend bien. Parce qu'on partage la même expérience, les mêmes souvenirs. Les Sud-Coréens ne peuvent pas comprendre ce genre de choses. Tout est différent ici. Le caractère des gens, la culture. C'est ça qui est difficile. Par exemple, quand j'allais cueillir des herbes sauvages avec mon père. C'est ce type de choses qui me manque vraiment. Est-ce que tu pourrais retourner en Corée du Nord? Retourner là-bas? Même si ça me manque énormément, je ne veux surtout pas y retourner. Ce serait comme creuser ma propre tombe. Donc pourquoi vouloir y retourner? Song-gi a réussi son pari. Mais combien sont-ils à tenter de fuir chaque année la Corée du Nord? Une certitude, depuis l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un, les contrôles aux frontières se sont renforcés. Pour les fugitifs nord-coréens, jamais le prix de la liberté n'a été aussi élevé.